le transanimalisme désigne un courant qui a pour objet de manipuler les animaux afin d'augmenter leur capacité physique ou cognitive. Et l'animal augmenté peut notamment se définir comme un animal génétiquement modifié ou auquel on a ajouté des éléments humains, mécaniques ou électroniques. La difficulté repose sur le fait que ces pratiques sont essentiellement mises en œuvre non pas dans l'objectif d'améliorer la condition animale, mais dans celui de servir les desiderata de l'homme. Et c'est là que réside la différence entre le transhumanisme et le transanimalisme, car si le transhumanisme répond aux désirs de ceux qui subissent la transformation, le transanimalisme permet à l'homme d'imposer une transformation à l'animal, de l'instrumentaliser pour ses propres besoins. Donc la question, c'est de savoir si l'homme a le droit de modifier ainsi d'autres espèces qui ne peuvent y consentir. Alors la question des droits de l'homme, mais aussi des droits de l'animal, doit être appréhendée avec intérêt et rigueur, car le comportement de l'homme envers l'animal met également en cause la propre dignité humaine. Donc, que l'on évoque les droits de l'homme ou les droits de l'animal, il s'agit dans les deux cas d'un long combat, d'un parcours, pourrait-on dire, semé d'embûches. Et les droits de l'homme, au XXe et XXIe siècle, ont connu de grands progrès, qu'il s'agisse des droits de la femme ou des droits de l'enfant, par exemple. Mais les manquements sont encore nombreux, tant au niveau national qu'international. Puis sont arrivés les droits dits de la troisième génération, qui désignent principalement 4 catégories de droits: le droit à la paix, le droit au développement, le droit à l'environnement et le droit au respect du patrimoine commun de l'humanité. Néanmoins, la doctrine a tendance à dire que ce sont des droits proclamatoires, c'est-à-dire qu'ils sont difficilement suivis d'effet, qu'ils souffrent d'une absence de force obligatoire. Donc, pour ce faire, il est nécessaire que les droits de l'homme intègrent des problématiques nouvelles en prenant en compte le vivant au sens large du terme. Parce qu'il est vraiment capital que l'homme prenne conscience que les dommages qu'il cause à l'environnement et aux animaux causent sa propre perte. Donc, les droits de l'homme doivent être envisagés de manière globale. De par leur caractère vivant et sensible, voire sentient, l'homme et l'animal ne doivent pas être mis en opposition en ce qui concerne leurs droits. Donc, cela nous conduit à nous interroger sur les droits de l'animal. Il existe une déclaration des droits de l'animal, au départ baptisée Déclaration universelle des droits de l'animal, qui avait été co-rédigée par la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences, dont j'ai d'ailleurs été la première lauréate du prix de droit en 2014. Et cette déclaration a été proclamée solennellement à Paris le 15 octobre 1978 à la maison de l'UNESCO. Et 40 ans plus tard, en 2018, le conseil d'administration de la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences a réactualisé le texte et l'a rebaptisé Déclaration des droits de l'animal. Alors, l'ambition de cette déclaration est de faire reconnaître de façon générale les droits des animaux. Elle se compose aujourd'hui de 8 articles et se positionne en miroir par rapport à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cela était d'ailleurs explicitement mentionné dans son préambule initial. Alors, parmi les premiers considérants figuraient notamment, je vais vous en citer 3, donc considérant que la vie est une, tous les êtres vivants ayant une origine commune et s'étant différenciés au cours de l'évolution des espèces, considérant que tout être vivant possède des droits naturels
et que tout animal doté d'un système nerveux possède des droits particuliers. Et enfin, peut-être celui qui va nous intéresser davantage en l'espèce, considérant que le respect des animaux par l'homme est inséparable du respect des hommes entre eux. Donc la reconnaissance de cette interaction entre les droits de l'homme et les droits de l'animal conduit à renoncer à l'anthropocentrisme et à adopter le biocentrisme. Donc c'est la reconnaissance finalement de cette complémentarité des droits de l'homme et des droits de l'animal qui permettra l'effectivité juridique des droits de l'animal. Car c'est là finalement que réside tout le problème, c'est-à-dire que notre droit est par nature anthropocentré, c'est-à-dire qu'il est fait par l'homme et pour l'homme, et le droit animal n'échappe pas à la règle. C'est-à-dire que l'animal a d'abord été appréhendé juridiquement au titre de son utilité pour l'homme, et c'est donc tout naturellement que l'animal a été juridiquement réifié, considéré en droit comme une chose au service de l'homme. Donc, si les hommes souhaitent créer des transanimaux, c'est avant tout dans l'objectif d'assouvir les désirs de l'homme au détriment du bien-être de l'animal. Alors, on songe notamment aux animaux destinés à l'élevage industriel intensif. On voit la volonté en fait démesurée d'augmenter la productivité et le rendement qui a conduit au développement de pratiques de modification génétique des animaux. À titre d'exemple, on a des poulets qui sont génétiquement modifiés pour qu'ils atteignent la taille idéale en 3 semaines au lieu de 3 mois, ou encore pour qu'ils aient une cage thoracique surdéveloppée afin que les blancs soient plus volumineux, donc puisque le blanc est la partie préférée des consommateurs. Et puis, on l'évoquait également tout à l'heure, les vaches génétiquement modifiées pour qu'elles produisent beaucoup plus de lait, des quantités beaucoup plus importantes. Donc, de ce fait, les animaux ne sont pas protégés de ces dérives. Et donc, il est nécessaire aujourd'hui, à mon sens, de changer de paradigme. Et la sensibilité de l'animal, qui a été reconnue depuis 2015 dans notre Code civil, pourrait très certainement en être le socle, le fondement aux limites du transanimalisme, puisque le transanimalisme devrait pouvoir être finalement pensé en faveur de l'animal, de son intérêt propre. On pourrait tout à fait songer à des prothèses bioniques ou à des implants cérébraux, comme ceux qui avaient permis à des singes paralysés de marcher à nouveau. L'idée, c'est en fait de faire du transanimalisme un apport pour la médecine animale afin de protéger la vie et améliorer la santé de l'animal et non uniquement pour servir l'homme. On peut aussi très bien imaginer le clonage ou le forçage génétique à des fins de conservation et de protection d'espèces en voie de disparition. Donc, tout ceci nécessite, en tout cas, à mon sens, un profond questionnement éthique. Et ces questions devraient, je pense, impérativement intégrer la prochaine révision des lois de bioéthique. Il y avait d'ailleurs, en ce sens, une tribune publiée par un collectif d'universitaires en juillet 2019 dans le journal Le Monde, qui était intitulé « Peut-on soulever des problèmes bioéthiques et oublier les animaux ?» Alors, après avoir cité les dispositions de l'article 16-4 du Code civil, lesquelles prévoient que, sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques, aucune transformation ne peut être apportée au caractère génétique dans le but de modifier la descendance de la personne, cette tribune rappelait que toutes ces procédures interdites chez l'homme sont mises en œuvre chez l'animal.
depuis de nombreuses années chez la souris, chez le rat, également chez le chien. Et plus récemment, on l'a vu au Japon et en Chine, chez le primate non humain. Alors, chez ce dernier, justement, l'un des objectifs affichés des chercheurs est de créer des lignées de primates porteurs d'un gène pathogène afin de disposer d'un modèle animal qui soit plus proche de l'homme que la souris sur le plan physiologique, anatomique et génétique. Et il était rappelé justement que les chercheurs soulignaient que cette orientation pose un problème éthique dans la mesure où cela conduit à faire naître des êtres sensibles et intelligents, proches de nous d'un point de vue phylogénétique et avec un phénotype très altéré qui les fait souffrir. Et pourtant, c'est ce que disaient les collègues universitaires, il est particulièrement cruel de créer des animaux atteints de maladies graves seulement dans le but potentiel d'améliorer la compréhension des maladies humaines. Alors effectivement, moi j'ai commencé le droit animal en traitant tout particulièrement le droit de l'expérimentation animale. Et lorsque l'on parcours, que l'on analyse la directive européenne du 22 septembre 2010 sur l'expérimentation animale, eh bien, elle expose dès le début que les animaux ont une valeur intrinsèque qui doit être respectée. Et cette même directive, elle précise que l'objectif final est le remplacement total des procédures appliquées à des animaux vivants à des fins scientifiques et éducatives, dès que ce sera possible sur un plan scientifique. Et à cette fin, elle cherche à faciliter et à promouvoir les progrès dans la mise au point d'approches alternatives et vise également à assurer un niveau élevé de protection des animaux qui doivent être encore utilisés dans des procédures. Et donc, les signataires de la dite tribune se demandaient en toute légitimité si la création de lignées de primates porteurs de gènes pathologiques ne va-t-elle pas à l'encontre de l'esprit de cette directive. Et d'ailleurs, pourquoi s'arrêter aux maladies? On peut très bien chercher à modifier les caractéristiques chez le primate pour le rendre, par exemple, plus intelligent. Et donc, c'est déjà chose faite puisqu'une équipe chinoise a justement introduit dans le génome de macaques un gène humain susceptible d'améliorer leur cognition. Et cette tribune se terminait par un plaidoyer que nous pouvons faire nôtre. Je cite, « Ne faudrait-il pas ajouter un chapitre dans la future loi de bioéthique indiquant les limites à ne pas transgresser dans l'utilisation des animaux à des fins de recherche médicale? Peut-on soulever des problèmes de bioéthique et même parler d'éthique quand on crée des animaux malades à des fins de recherche ?» Alors, juridiquement, le terme bioéthique n'est pas défini. Néanmoins, il est intéressant d'étudier finalement une définition indirecte qui peut ressortir de l'article L 1412-1 du Code de la santé publique en ce qu'il prévoit les missions du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, donc communément appelé le CCNE. Et au terme de ce texte, le CCNE a pour mission de donner des avis sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevées par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé, ou par les conséquences sur la santé des progrès de la connaissance dans tout autre domaine. Ces dispositions, elles sont issues de la loi du 2 août 2021, donc qui correspond à la 3e révision des lois de bioéthique, où ont été ajoutées donc, les conséquences sur la santé des progrès de la connaissance dans tout autre domaine. Et ça, c'est tout à fait intéressant puisque cette introduction permet, par exemple, d'appréhender les conséquences relatives à l'utilisation
de l'intelligence artificielle ou encore celles relatives à la pollution ou à la destruction de l'environnement, par exemple. Donc, cette modification issue de l'article 38 de la loi de bioéthique du 2 août 2021, elle est tout à fait intéressante car elle modifie la définition même de la bioéthique qui, au départ, portait uniquement sur les problèmes relatifs à la recherche biologique, médicale ou génétique, c'est-à-dire à la biomédecine. Et en fait, la bioéthique, elle est désormais plus large car elle porte sur les progrès de la connaissance au sens large qui a des conséquences sur la santé. Et ce qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, c'est que la santé doit être appréhendée de manière systémique. C'est-à-dire que la santé, c'est à la fois la santé humaine, mais ce doit être aussi la santé animale et la santé environnementale. Et c'est ce qui caractérise le concept One Health ou une seule santé. Et en ce sens, les missions du CCNE correspondent d'ailleurs davantage à la définition de la bioéthique telle que le cancérologue Potter l'envisageait lorsqu'il a utilisé ce terme pour la première fois en 1971, puisque selon lui, le domaine de la bioéthique devait englober toutes les dimensions concourant à la survie de l'espèce humaine et de la planète, donc avec l'écologie, la vie animale et le bien-être de l'humanité au sens large. Donc finalement, on peut dire que l'on assiste à une sorte de retour aux sources par la loi du 2 août 2021. Et donc pour conclure, j'en terminerai par là, toutes les manipulations génétiques ou corporelles appliquées à l'animal devraient donc être saisies par le droit de la bioéthique. Nous avons commencé à le faire, on l'a vu, avec la question des chimères animal-homme, mais il faudrait que cela soit davantage élargi, car il ne faut pas oublier que la bioéthique n'est pas réservée à la vie humaine, mais que la bioéthique, c'est l'éthique appliquée au vivant ou l'éthique commandée par la vie. Je vous remercie de votre attention.